Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre, 45 minutes d'émission en compagnie d'une personnalité de votre région. Le Hussard sur le toit, Les Enfants du Marais, Une hirondelle a fait le printemps ou plus récemment Belle et Sébastien. 4 succès au box-office, 4 films tournés en Rhône-Alpes, 4 génériques dans lesquels apparaît le nom de notre invité du jour, Grégory Fass. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de Rhône-Alpes Cinéma, le fonds régional de coproduction destiné à inciter les tournages de films dans notre région. Première question toute bête, pourquoi il faut inciter le cinéma à venir chez nous ? Oui, c'est une bonne question. On pourrait se dire que la région a tous les atouts pour accueillir le cinéma, des décors extrêmement variés, des beaux décors. Dans les films que vous avez cités, et je pense à Belle et Sébastien, évidemment, les Alpes notamment, qui sont évidemment un décor magnifique et très demandé. Mais il faut aussi, pour aujourd'hui, on peut pas, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, pas forcément parler de compétition, ni entre les régions ou les territoires, mais quand même, il faut aussi faire valoir d'autres arguments, et en particulier un peu d'argent pour faire venir les tournages, parce que ça coûte cher de faire des films. Alors, c'est le metteur en scène Roger Planchon qui a eu l'idée en 90 d'encourager le cinéma en région. En 23 ans, Rhône-Alpes Cinéma a coproduit plus de 230 films à peu près, c'est ce que j'ai compté. Comment en êtes-vous, vous, arrivé à diriger cette structure ? Quel est un peu votre parcours ? Alors moi, c'est vraiment très simple, ça va prendre 2 secondes. J'ai une formation plutôt de finance, de gestion, et je me suis tout de suite spécialisé dans le financement des films. Donc, j'ai commencé à Paris pendant 7-8 ans à peu près. Finalement, j'ai toujours fait le même métier, c'est-à-dire comment des producteurs qui ont besoin d'argent trouvent cet argent. Ils le trouvent auprès de banquiers, de financiers et en l'occurrence de régions. Donc naturellement, et parce que ma femme aussi est lyonnaise, je me suis retrouvé à Lyon à m'occuper de Rhône-Alpes Cinéma. Mais mon métier et ma formation, c'est financer des films. Alors, chaque année, vous aidez une quinzaine de films, c'est ça ? Oui, à peu près, oui. Votre budget d'environ 3 millions d'euros, ça veut dire que l'aide... On peut parler d'aide, d'ailleurs ? Entre 3 et 4 millions, et c'est plutôt qu'une aide, c'est assez particulier à la région Rhône-Alpes, c'est ce qu'on appelle un investissement en coproduction. C'est-à-dire qu'on est financier, et en échange de l'investissement, on a une part des recettes du film, tout simplement. Alors peut-être pour mieux comprendre, on va prendre un cas concret, celui de Belle et Sébastien, qui est l'adaptation... C'est un bon exemple. qui en plus c'est votre plus gros succès, c'est ça, près de 3 millions d'entrées. Donc c'est l'adaptation bien sûr de la célèbre série télé, ça a été tourné chez nous, en Savoie par Nicolas Vanier. Comment ça se passe ? Vous avez donné combien sur ce film et qu'avez-vous exigé en retour ? Alors déjà, je voudrais dire que c'est un exemple quand même, tous les films ne sont pas comme Belle et Sébastien, c'est-à-dire pas forcément des grands succès et tout ça. Donc quand on est associé au film, on est associé à son succès, mais on est aussi associé à son échec, ça il faut le dire. Et c'est quand même assez fréquent que des films ne marchent pas. En ce qui concerne Belle et Sébastien, on a investi 400 000 € dans un budget, le film, pas très cher d'ailleurs par rapport à son ambition et ce que ça représente, c'est-à-dire un tournage en montagne avec des animaux, des enfants, sur 4 saisons. Il a coûté 10 millions d'euros, voilà. Donc, et la contrepartie, nous, que l'on a pour un investissement de 400 000 €, c'est entre 15 et 20% des recettes du film. Donc c'est plutôt une bonne contrepartie qui nous garantit, vu le succès du film, qu'on récupérera très largement notre investissement. Donc là, comme le film a été, je rappelle, le 2e plus gros succès français, pour un film français en 2013, ça veut dire que vous avez gagné de l'argent, mais ça veut dire aussi que il faut d'abord que l'argent revienne, il faut qu'il remonte des salles. Voilà, il y a quand même tout un parcours de l'argent. Vous allez gagner de l'argent. Oui, on va gagner. Mais ça veut dire aussi que sur certains films, vous en perdez. Du coup, tout ça s'équilibre ? Comment ça marche ? Non, globalement, ça ne s'équilibre pas. Je dirais que sur du moyen terme, c'est-à-dire sur 6, 7, 8 ans, on récupère à peu près 60% des investissements qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il y a des films, notamment ceux que vous avez cités, où on récupère plutôt bien notre investissement, et d'autres où c'est beaucoup plus difficile. Mais la vocation de Rhône-Alpes Cinéma n'est pas que de récupérer son investissement. C'est aussi de soutenir du jeune cinéma, du cinéma d'auteur. Du coup, ça veut dire que le succès de Belle et Sébastien va peut-être aider dans quelques années à un premier film, à aider un jeune auteur ? Même dès cette année, puisqu'on est en pleine période d'investissement dans les films. Et surtout, ça nous permet d'investir plus, puisque contrairement à la plupart des régions qui investissent en subvention, c'est-à-dire sans retour sonnante et trébuchante, là on peut investir plus. C'est quand même ça l'avantage. Alors, je crois que le tournage en Savoie a duré une 60aine de jours. Donc, ça veut dire aussi que en aidant un film comme celui-là à s'implanter dans notre région, vous faites aussi fonctionner l'économie locale ? Ah oui, là, vous imaginez bien que sur un film et sur une telle durée de tournage et sur un budget comme ça, je crois que c'est à peu près entre 5 et 6 millions d'euros qui ont été dépensés dans la région, sur le film. Ça veut dire que quand vous investissez 1 euro
dans un film, il en rapporte 6, 7 Oui, fois alors plus. là aussi, il faut relativiser. Là, on est sur un film très exceptionnel, relativement très gros budget. En réalité, le coût moyen d'un film est plutôt de l'ordre de 3 à 4 millions d'euros, ce qui est déjà pas mal. Et on est plus sur des dépenses qui ont une proportion de 1 à 3, 1 à 4 par rapport à ce qui est investi en soutien. Voilà. Mais il y a besoin d'aider à l'implantation de ce genre de film? De les soutenir? Ouais. Ah bah oui, évidemment. Un film se fait... donc un film coûte relativement cher encore aujourd'hui, même si les moyens ont changé. Un film moyen en français, c'est autour de 5-8 millions d'euros, Oui, voilà, c'est ça? entre 5 et 6 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. Il y a notamment beaucoup de aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais avec l'arrivée du numérique, à la fois ça a pu simplifier un peu les tournages, mais il y a du travail de post-production notamment qui est très très important, avec des coûts techniques, des coûts humains aussi importants. Et la plupart des films aujourd'hui, oui, ont besoin d'être accompagnés et soutenus. Alors, dans quelques jours débute le 67e Festival de Cannes. Rhône-Alpes sera particulièrement bien représenté, comme tous les ans d'ailleurs, avec 2 films en sélection officielle. Geronimo de Tony Gatliff et Touriste du Suédois Ruben Östlund, j'espère que je prononce bien. Alors, on en reparlera tout à l'heure après le Flash Info de midi. Mais il faudra aussi compter, et ça vous le savez peut-être pas, sur la présence au marché du film de 2 longs métrages réalisés par un jeune réalisateur lyonnais. Il s'appelle Robin Intringer. Bonjour Robin, venez nous rejoindre. Alors vous, votre parcours est plutôt étonnant. Pas besoin de CNC, ni des régions, ni de Rhône-Alpes Cinéma pour tourner vos propres productions. Comment vous faites? Expliquez-nous. Oui, bonjour Julien, merci de m'avoir invité. Bonjour. Moi, effectivement, je ne suis pas dans la démarche habituelle de monter de très gros budgets pour tourner mes films, puisque mes films sont des films qui sont donc des budgets tout petits, avec des équipes de gens qui sont très motivés. Et on va tourner sur des durées relativement courtes. Hein. Par exemple, mon deuxième long métrage qui s'appelle Sadik 2, on a tourné en 1 semaine. Donc c'est une durée très courte dans une maison en fait dans les Alpes, donc c'est un huis clos, donc comme ça on arrive à avoir des budgets qui sont plus modestes, et puis je fais moi-même la direction de la photographie, la réalisation, la mise en scène, le montage. Un peu en orchestre quoi. Voilà, donc du coup je passe énormément de temps évidemment à travailler sur mes films pour effectivement donc des coûts plus réduits évidemment que ce qui se fait de manière traditionnelle. Alors, mais quel est votre parcours? Parce que tout le monde n'est pas forcément capable de faire ça. Vous faites quoi en fait? Comment vous en êtes arrivé à réaliser ce rêve de cinéma? Alors, au départ, moi j'ai une formation de directeur de la photo et de cadreur. Donc mes premières expériences dans le cinéma, c'était derrière la caméra ou derrière les projecteurs de lumière. Et puis j'ai voulu passer à la réalisation au début des années, en 2010 en fait. Et j'ai tourné mon premier long métrage en 2011, donc Victime. Voilà, en toute petite équipe, il y avait 3-4 acteurs, 3-4 techniciens, et puis on a fait ce film parce qu'on voulait se lancer dans un format plus long. J'avais déjà fait 2-3 courts-métrages avant, et ce film a rencontré un joli succès critique puisqu'il a été sélectionné en sélection officielle au Festival Fantastique de Strasbourg, et il a été beaucoup appuyé par la presse de films de genre comme Mad Movies, L'Écran Fantastique. Donc le film est même allé aux États-Unis, à Los Angeles, donc c'était une super réussite. Et puis c'est comme ça ensuite que ça nous a donné la motivation à moi et mon équipe pour continuer à faire des films de cette façon. Alors, je rappelle, parce que vous ne l'avez pas dit, que vous êtes formateur de projectionniste à la base. Oui, absolument. Donc c'est une activité que vous avez développée par ailleurs. 4 films en 4 ans, ça laisse songeur, Grégory Fass? Oui, c'est bien. Enfin, il y a 2 choses. Déjà, il a choisi un genre qui n'est pas facile en France, parce que c'est vrai que le film de genre, de toutes les manières, c'est pas tellement une spécialité française, et c'est un genre assez peu reconnu, qu'on laisse plutôt, c'est vrai, aux Américains, aux Japonais, enfin d'autres, Coréens. Et bon, ça c'est une voie. Après, sur le choix, j'ai apporté la lettre de Martin Scorsese à sa fille, parce elle parle bien de ça. Enfin, Scorsese, c'est un peu le mentor de tout le monde. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table. Et Scorsese a fait un peu un petit bilan à l'occasion de la sortie du Loup de Wall Street sur sa vision du cinéma dans le futur. Et elle est intéressante. C'est-à-dire qu'il dit que d'abord, le cinéma d'auteur va probablement sortir des salles commerciales progressivement. Et surtout, il fait une analyse à la fois positive en disant les nouvelles techniques, et je pense que on a l'exemple ici, les nouvelles technologies, le numérique, les petites caméras permettent de s'affranchir beaucoup justement des coûts importants des films. On peut monter beaucoup plus facilement, on peut presque tout faire chez soi. C'est à la portée de tout le monde. C'est presque à la portée de tout le monde. Peut-être que la partie, on en parlera peut-être après. Il manque le talent après. Avec l'autre invité, il faut aussi du laboratoire numérique pour aller jusqu'à la qualité numérique finale. Mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses.
À l'inverse, ce que rappelle Scorsese, et je trouve assez juste, c'est pour ça que je l'ai apporté, il dit à l'avenir, il faudra quand même se protéger d'autres choses, et là je pense qu'il s'adresse à vous, c'est la tentation de suivre le vent et de laisser le film s'éloigner. Il ne s'agit pas juste de cinéma, les raccourcis n'existent pas. Je ne dis pas que tout doit être difficile, je dis juste que la voix qui te fait vibrer est ta propre voix, c'est ta lumière intérieure, comme disent les Quakers. C'est-à-dire ce qu'en gros il veut dire, c'est que le risque de la facilité des outils aujourd'hui ne doit pas faire oublier qu'il faut avoir le film voilà, dans le cœur le plus possible et pas s'abandonner à la technique facile. Voilà. C'est un beau message. Vous avez vos films dans le cœur ? Oui, voilà. Moi, fondamentalement, voilà, je suis dans le cinéma d'auteur. En fait, je fais pas que du cinéma de genre, même si mon premier film, effectivement, est un film un petit peu difficile, mais je le considère pas comme étant un film d'horreur. C'est plus un thriller angoissant, psychologique. Mais attendez, paradoxalement, il y a un marché pour le film de genre. C'est-à-dire que le film d'horreur, film de genre, etc., c'est plutôt un cinéma de marché. Oui, tout à fait. Il y a un marché pour le cinéma d'horreur. D'ailleurs, voilà. Il a eu un joli parcours. Ce film a eu un joli parcours. Mon deuxième film, qui est une comédie horrifique, va sortir en Allemagne, en Angleterre et au Benelux en DVD. C'est en train de se faire. Il a aussi fait plusieurs festivals, notamment le Festival de Londres. Et mon dernier film en date, qui s'appelle Etta Carina, qui est un film, là, pour le coup, qui n'est pas du tout un film de genre, mais un film grave sur le thème du deuil et de la solitude, que je vais présenter donc, au marché du film à Cannes cette année, qu'on va sortir en salle normalement l'année prochaine, qui est un film, du coup, qui m'éloigne un petit peu du cinéma de genre pour atteindre un cinéma plus personnel, déjà, et puis plus d'auteur, avec des comédiens très talentueux. Et sur les images qu'on peut voir d'ailleurs sur les écrans, on voit bien que la technique, pour moi, c'est important, évidemment, mais c'est fondamentalement raconter une histoire et essayer de le faire de la meilleure façon qu'il soit avec des comédiens les plus talentueux possibles. Alors, ne pas faire appel au CNC ou à Grégory via Rhône-Alpes Cinéma, c'est une volonté ou Alors, non. Moi, je suis dans une démarche, effectivement, où je suis ultra indépendant, mais j'ai la volonté, bien sûr, de continuer mon parcours et d'aller progressivement de plus en plus loin. J'ai déjà fait des démarches de demande d'aide au CNC. J'ai en projet de faire des demandes d'aide à la région, donc Rhône-Alpes et aussi PACA, parce que je tourne beaucoup en PACA. Donc non, bien sûr, mon parcours ne s'arrête pas à Etta Carina. J'ai plein d'autres idées et j'ai envie, effectivement, de rentrer un petit peu dans tout ça. J'ai déjà fait des démarches qui, pour l'instant, n'ont pas abouti, mais je m'accroche. Après, l'avantage, c'est que ça va plus vite. Parce que c'est toujours long d'être dans des démarches de financement plus officielles. C'est forcément des mois, voire des années pour des producteurs. Oui, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission. Vous préférez faire plutôt qu'attendre qu'on vous donne de l'argent pour faire. En réalité, je fais les deux. C'est-à-dire que je fais pour faire et pour raconter ce que j'ai envie de raconter avec les moyens dont je dispose et l'équipe dont je dispose. Et j'attends aussi, évidemment, un jour peut-être une aide. J'ai un gros projet qui s'appelle La Sibylle, qu'on est en train de finaliser avec mon co-auteur qui s'appelle Jean-Nicolas Laurent, qu'on va présenter donc au CNC, qu'on va présenter à la région pour essayer de monter un budget autour de ce film qui est relativement ambitieux. Voilà. Est-ce que... Après, il y a la question du producteur aussi. Bon, on ne va pas se mettre à débattre de ça. Non, mais c'est intéressant parce que il y a deux façons de faire là. Il y a quelque part le système classique, institutionnel, c'est-à-dire demande d'aide, apport du producteur, entre guillemets, le système que vous représentez, et le système de Robin qui est d'autoproduction. Parce que quand vous faites vos films, c'est votre argent à vous. Le Etta Carina, c'est à peu près 15 000 € de budget. Il y a une grande partie qui provient de vos fonds personnels. Oui, alors on a des accords de participation avec évidemment des sociétés de production, notamment 2017 Films à Lyon, ma boîte personnelle qui s'appelle Seven Light, une société de production qui est au Japon. Donc on réussit à avoir de l'argent qui vient de plusieurs endroits et on essaie de coller à ce petit budget qui est alloué au film. Vous pourriez produire son film si vous le recevez Oui, encore une fois, s'il rentre, après, c'est rentrer dans du cinéma, on va dire, plus officiel, pour simplifier. C'est rentrer dans un certain nombre de contraintes, notamment, on a parlé du CNC, qui est le Centre National de Cinématographie, qui va imposer un certain nombre de règles, notamment sur les salaires, etc. Aujourd'hui, si on voit rien que la mise en place, j'ai l'impression que ce sera un débat après la nouvelle convention collective. Déjà, le film, il ne coûtera pas 15 000 €. Merci beaucoup, Robin, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. Et donc, je rappelle que nos téléspectateurs pourront sans doute voir Etta Carina en salle l'année prochaine. L'année prochaine, oui.
Eh ben super, merci Julien. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est la tradition dans La Voix est libre. Quelqu'un a une question à vous poser, Grégory Fass, et ce quelqu'un, c'est Jean-Yves Allouin. Il est intermittent du spectacle, à son actif une dizaine de longs métrages cinéma et plus d'une quarantaine de téléfilms. Son métier, donc assistant décorateur. Il s'adresse à vous, écoutez. Bonjour Monsieur Fass, je suis technicien intermittent du spectacle en déco. Depuis une quinzaine d'années, je travaille essentiellement pour des téléfilms et des longs métrages. Donc j'ai participé à quelques films coproduits par Rhône-Alpes Cinéma, mais pas autant que je voudrais. Je croyais pourtant que les productions parisiennes étaient tenues d'employer des techniciens locaux. La plupart du temps, les gens qui arrivent à se placer sont des gens qui ont déjà un bon carnet d'adresses parisien. Donc ma question est la suivante, que peut faire Rhône-Alpes Cinéma pour faire de sorte que plus de techniciens de notre région soient employés, sachant qu'il y a un vrai savoir-faire ici, à Lyon? Votre réponse? Alors, sur la déco, ça fait partie, la régie, la déco, justement, des postes où c'est le plus facile. On a organisé, nous, depuis longtemps, justement, tout ce qui est, ce qu'on appelle, nous, l'accueil de tournage, c'est-à-dire essayer de valoriser le plus possible les métiers, les savoir-faire, les décors, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est donc la commission du film, chez nous, la commission du film Rhône-Alpes. À peu près toutes les régions ont la même organisation. À chaque fois qu'on va participer à un film, il y a un travail de la commission du film pour essayer de placer le maximum de techniciens, de professionnels. Pas trop les comédiens parce que c'est un métier assez particulier. Là, il faut vraiment aller qu'il y ait une correspondance du rôle. C'est un petit peu plus compliqué. Après, il y a des choix qui sont faits par l'artistique, choisir un chef opérateur, choisir un chef décorateur, tout ça, ça a une incidence forcément artistique sur le film, donc c'est beaucoup commandé par le réalisateur. Et après, des incidences de production. L'intérêt de la production, à partir du moment où elle vient tourner dans la région, c'est de prendre des techniciens dans la région. Déjà, on a un avantage naturel, parce que si elle prend un technicien qui vient d'une autre région, elle doit le loger, elle doit le défrayer, etc., le nourrir. C'est beaucoup plus compliqué. Enfin, ça coûte plus cher. Donc, a priori, elle a intérêt. Donc on essaye, nous, de valoriser le plus possible, évidemment, de faire, en échange de notre participation, de faire en sorte qu'il y ait le plus de techniciens possible. Après, on n'a pas le droit, et heureusement, dans un sens, d'imposer absolument, et ça, par exemple, même la Commission européenne... Il n'y a pas de quota. Voilà, ça, c'est absolument formellement interdit, et j'ai envie de dire, il faut être très honnête, heureusement. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe que si on est, par exemple, technicien en région, on en parlait tout à l'heure, et qu'on veut travailler avec la région Provence-Côte d'Azur, qui est très active aussi dans le cinéma, et c'est le cas de beaucoup de techniciens, notamment de certains qui travaillent ici, en déco particulièrement. Il y a beaucoup d'équipes de Rhône-Alpes qui vont en région Côte d'Azur. Imaginons que la région Côte d'Azur ferme ses portes. Et nous, on va fermer nos portes aussi. Et la région parisienne aussi. Et les Belges aussi. Et les Luxembourgeois. Non, ça, c'est pas possible. Donc, il faut arriver à trouver un juste équilibre entre des techniciens et des personnes qui doivent travailler. Et il y en a quand même beaucoup qui travaillent. Tous ne sont pas disponibles. Après, il faut savoir, évidemment... nous, les informations, par exemple, on les donne. Dès qu'un film se tourne dans la région, automatiquement, notamment sur les sites internet, l'info est donnée. Après, il faut aussi se vendre un peu, aller vers les productions, etc. Ça fait partie du... Nous, on fait la mise en relation, voilà. Et après c'est à chacun de se placer dans un film. Alors Grégory Fass, en plus d'être patron de Rhône-Alpes Cinéma, vous êtes aussi responsable du pôle Pixel de Villeurbanne. C'est l'un des 4 pôles d'excellence dédiés aux images animées en Rhône-Alpes avec la cartoucherie à Valence, le documentaire à Lussas et le Citia, l'animation à Annecy. Pixel a été créé il y a 9 ans sur le site d'une ancienne minoterie. Il abrite aujourd'hui plus de 70 entreprises, dont celle de Pierre-Loïc Précosta qui va nous rejoindre. Bonjour Pierre-Loïc, installez-vous. Alors vous avez créé en 2011 Lumière Numérique. Quelle est la spécialité un petit peu de votre entreprise et pourquoi vous avez choisi de vous installer au pôle Pixel? Alors Lumière Numérique, c'est une société de post-production cinématographique et qui commence la post-production par la restauration, la numérisation et la restauration du patrimoine cinématographique français. Voilà, donc en gros, on prend les anciens films, on les numérise, on les retraite et on leur donne de quoi être diffusés en numérique pour une nouvelle vie, ou en salle ou en Blu-ray par exemple. Et alors pourquoi vous installer à Villeurbanne? Pourquoi avoir rejoint Pixel et Grégory? Pour l'évidence, le pôle Pixel, c'était le lieu de rencontre du cinéma en région. C'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 70 entreprises autour de
l'audiovisuel, du cinéma, des nouvelles industries créatives. Et il y avait un petit creux au pôle Pixel, il manquait le petit chaînon de l'image, puisqu'on avait déjà des plateaux de tournage, 3 plateaux, il y avait déjà de la location caméra, de la location lumière, il y a un très bel auditorium de mixage aussi, un cinéma, et il manquait encore la société de post-production image, et donc on vient apporter ça. Et puis après nous est arrivée encore la diffusion, de quoi acheminer les films vers les salles de cinéma. C'est vrai qu'on trouve de tout au pôle Pixel pour faire de l'audiovisuel. Ouais. C'est un grand carrefour, ça. Non, ce que je voudrais dire quand même sur Lumière Numérique, c'est que le premier laboratoire de cinéma est né à Lyon quand même. On peut le rappeler, c'est-à-dire avec les frères Lumière, c'est quand même eux qui ont inventé avec la caméra, le cinéma, etc. Ils ont inventé aussi le laboratoire. Et que très vite après, on n'a plus de laboratoire. Donc ça faisait quand même un paquet d'années qu'on attendait, et c'est grâce au numérique. C'est pour ça que le numérique, bon, on ne sait pas trop ce que c'est jamais qu'une technologie. Ça fait disparaître des emplois. Notamment par exemple les emplois de projectionnistes dans les salles, c'est plus le même évidemment aujourd'hui qu'hier, puisque maintenant il n'y a plus de pellicule. Donc c'est un métier qui a beaucoup changé, voire beaucoup disparu hélas. Et là par contre c'est des emplois ou des nouvelles formes d'activité qui renaissent. Et surtout nous ça nous permet, je pense que c'est le meilleur exemple, de faire en sorte que toute la chaîne de fabrication d'un film soit désormais revienne en Rhône-Alpes, comme c'était le cas à l'origine du cinéma. Voilà, donc c'est un beau miracle. Puisque si on devait faire un parallèle, des laboratoires de restauration numérique, la plupart sont concentrés en région parisienne, oui. Et Lumière Numérique est le seul laboratoire numérique hors Paris. Hors Paris, oui. Et le pôle Pixel et Rhône-Alpes Cinéma, si on va par là, vous avez un point commun, vous avez fait tous les deux le pari du hors Paris, quelque part. De créer un secteur audiovisuel qui, loin de la capitale, et qui ait son existence propre. Oui, moi c'est même pire, je suis parisien, donc je suis... Et vous êtes venu à Lyon. Je suis venu à Lyon. Non, mais je pense que c'est oui, c'est pas facile, hein, on le dit, c'est vrai qu'on peut toujours penser qu'il n'y a pas assez, ou d'emplois, ou même d'argent, ou de ceci ou de cela, ou que l'herbe est toujours plus verte à côté aussi, ça c'est un classique. Moi je pense qu'en Rhône-Alpes, on a essayé collectivement, hein, y compris d'ailleurs politiquement, les élus et tout ça, ont essayé de s'unir pour faire en sorte que voilà, il y a un truc qui se fasse, c'est que de l'écriture, développement, production, post-production maintenant, on puisse accompagner et faire des films progressivement. Et peut-être en effet, c'est ce qu'on appelle aussi la décentralisation, c'est faire en sorte qu'enfin, ça soit un peu moins quand même concentré sur Paris. Alors on n'y arrive pas toujours, on recule, on avance, mais en tout cas on n'a jamais cessé en effet depuis plus de 20 ans d'essayer d'avancer. Voilà, ça c'est une certitude. Il y a une synergie, par exemple, pour Lumière Numérique, vous avez bénéficié des lumières de Grégory, ouais, elle était jolie celle-là, des lumières de Grégory, il y a une synergie, enfin vous travaillez avec d'autres entreprises du même pôle, comment ça marche? Il y a forcément une synergie, puisqu'on n'est pas assez nombreux pour faire de la concurrence, et on est suffisamment peu nombreux pour avoir cédé les uns les autres. Rhône-Alpes Cinéma n'a pas besoin de notre aide là-dessus, mais on a eu besoin, nous, et on a encore besoin des conseils avisés de Grégory sur ce sujet-là. Et on collabore beaucoup avec les autres sociétés. Je pense à Pilon Cinéma qui fait du son, je pense aux studios aussi. On peut accueillir, un tournage peut se faire dans les studios, on peut s'occuper des rushs en même temps. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire tous ensemble. Oui. Alors, nous, ce qu'on fabriquait à Paris, les bandes annonces en film, maintenant c'est terminé, on les fait à Lyon, enfin on les fait à Villeurbanne en l'occurrence. Alors le pôle Pixel abrite donc 3 studios cinéma. Les mauvaises langues disent que vous n'arrivez pas à les remplir. Non, on a eu un petit creux l'année dernière. Ouais. Alors ça s'explique, hein, c'est que un creux relatif, c'est-à-dire si on regarde la moyenne des studios en France, on se plaint pas trop, hein, c'est plus qu'on en a jamais assez. Les studios, pour comprendre, c'est peut-être il faut prendre 2 minutes pour l'expliquer. Le problème des studios, c'est que contrairement à un décor, on voit Belle et Sébastien, on est dans les Alpes, c'est clair, c'est net. Un studio, ce qu'on fait à l'intérieur, on peut le faire n'importe où, en France, en Europe, dans le monde. Donc on est en concurrence, nous, avec les Belges, les Luxembourgeois, les Anglais, etc. Donc il faut qu'on soit compétitif au niveau du prix, au niveau des équipes et tout. Voilà, c'est ça notre problème. Et c'est vrai qu'en France, la France est un pays relativement cher par rapport à... Alors, relativement cher, là ça se discute. Et en plus, les aides en Belgique, les aides en Allemagne, les aides en Angleterre, les aides au Luxembourg sont beaucoup plus importantes qu'en France. Donc au final, on avait un problème de concurrence qui est maintenant un peu amélioré. Et on a la chance... Non, cette année, par exemple, est une très belle année. Voilà. Le pôle Pixel, dans son ensemble, se porte bien?
Ah bah oui, puisque ça a dépassé toutes nos espérances. Nous, on s'était dit, si on atteint les 50 entreprises installées en 5-6 ans, on sera content. Et très très vite, on est allé à 70, presque 80 aujourd'hui, avec des projets dans tous les sens. Oui, non, ça va bien, oui. Et du coup, Lumière Numérique, au bout de 2 ans et demi, vous en êtes où? Vous montez en puissance? Comment ça se passe? Ça va bien, merci, oui. On monte en puissance parce que on partait de rien. Il n'y avait pas de laboratoire de post-production cinématographique à Lyon. Donc voilà, on a pu créer cette activité, on a pu convaincre des clients de venir nous voir parce qu'il y avait autre chose, on proposait autre chose. On était une société plus petite que certains laboratoires, une autre écoute différente, voilà. Puis vous avez quand même de grands noms qui passent entre vos mains, des films de grands réalisateurs. On a eu la chance d'avoir des grands réalisateurs, alors qui sont pas venus parce que la plupart étaient décédés, bien sûr, mais qui leurs films sont passés entre nos mains. On est content. On a Éric Rohmer, moins connu, mais qui est plus connu sur le pôle Roger Planchon, puisqu'on a déjà restauré 2 films de Roger Planchon, ses 2 premiers films. Voilà, donc les films qui avaient été sont revenus un peu à la maison. Ils n'avaient pas été coproduits par Ronald Cinéma, mais ils sont revenus à la maison pour retrouver une autre vie numérique. Oui. En 2 mots, l'avenir du pôle Pixel. On parle de Rohmer, c'est après Robin, c'est un peu la même. C'était la même économie. Il tournait avec 2-3 personnes sur il récupérait des bouts de pellicule. Voilà, il était dans des économies extrêmement serrées. Donc voilà, ça a toujours jalonné le cinéma, ça. En quelques mots, puisqu'on va laisser la place à Soria Khaldoun pour le Flash Info. L'avenir du pôle Pixel, c'est quoi? Il va s'agrandir? Comment ça va se passer dans les 5-10 ans à venir? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de vouloir s'agrandir, s'élargir, parce que il y a une taille critique à atteindre, c'est-à-dire que pour nous, l'ambition, elle est, c'est pas une ambition que locale, c'est-à-dire c'est d'essayer de faire en sorte que, c'est de casser le mécanisme de centralisation dans lequel on est enfermé depuis quand même beaucoup de temps, où tout, si je résume, tout se passe à Paris, et ça, il faut qu'on arrive à le casser, donc à regrouper quand même les énergies, les moyens, pour que les choses se fassent ici, voilà. Et qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on arrive à casser un truc qui est d'aller chercher très loin, et notamment souvent à Paris, ce qu'on fait ici, voilà. C'est des choses comme ça. Donc on a besoin d'atteindre une taille critique, donc on veut encore, on veut élargir le quartier, oui. Ouais, j'ai cru comprendre que ça allait devenir, c'est plus un pôle, c'est un quartier avec 2 fois plus d'entreprises et 2 fois plus de surface d'ici quelques années. En tout cas, c'est ce qu'on veut, oui. Et j'espère qu'on sera bien soutenu pour ça. Et oui, parce qu'il faut là aussi de l'argent public, c'est ça que vous voulez dire? Pas tant que ça. Non, Pixel, c'est quasiment développé sans argent public. Il y a des aides, s'il y a une forme d'aide, c'est plus au niveau des terrains qui en général, sont pratiquement tous soit la propriété de Villeurbanne ou du Grand Lyon. Mais on est dans du développement économique, donc c'est beaucoup... Pierre-Loïc Précosta, il paye un loyer, au Grand Lyon d'ailleurs, tout à fait normal. Donc non, c'est plus une énergie et une stratégie de développement au service du secteur. C'est plus ça. Mais pas tellement d'argent public, non, très peu même. Merci Loïc, merci beaucoup Pierre-Loïc Précosta, je vais y arriver. Il est presque midi, c'est l'heure de votre Flash Info avec Soria Khaldoun et on se retrouve évidemment juste après avec Grégory Fass, le patron de Rhône-Alpes Cinéma. A tout de suite, à vous Soria. Merci beaucoup Soria et on vous retrouve ce soir à 19h. La Voix est libre, deuxième partie, toujours en compagnie de Grégory Fass, le directeur de Rhône-Alpes Cinéma. Et on commence par une citation, celle de Franck Priot, le délégué général de Film France, que vous connaissez bien sans doute. Il y a une vraie compétition entre les régions pour accueillir les tournages de films, même si elles n'ont pas les mêmes moyens. Vous vous battez entre régions pour accueillir des tournages de films? Non, pas vraiment. Non. C'est le mot compétition en fait qui va pas. On peut même pas parler de concurrence. Qu'il y ait une émulation entre les régions, oui. En fait, on travaille beaucoup ensemble. On parlait en micro là de Michael Colas. C'est un film qui a été fait avec la région Languedoc-Roussillon, Grand Central avec la région Provence-Côte d'Azur. Dans les films de Cannes, le film Géronimo est pareil, c'est à nouveau une collaboration avec le Languedoc-Roussillon. On travaille très souvent avec l'Île-de-France, qui est la région qui investit de loin le plus dans le cinéma et la télévision. Voilà, donc en tout cas, en région Rhône-Alpes, on n'a pas de problème. Déjà parce qu'on est la région, derrière l'Île-de-France, la plus importante dans ce domaine-là. Donc il faut juste faire attention à ne pas vouloir, écraser les autres régions. On est très sollicité, il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste faire attention à ce que ça se fasse en bonne intelligence. Mais il n'y a pas une tentation, par exemple, d'attirer les plus gros budgets ou d'attirer les plus grands noms? Non, parce qu'au final, c'est quand même... on essaie d'être raisonnable, de gérer ça, de faire attention. Et surtout,
ce qui va quand même déterminer avant tout le choix d'une région, c'est l'implantation, c'est les décors, c'est les raisons artistiques. Donc, et quand il y a la possibilité, j'aime bien citer Grand Central, c'est un bon exemple, il avait besoin... Le film avec Tahar Rahim. Oui, exactement, qui se passait chez travailleurs précaires des centrales nucléaires. Bon, il s'est tourné, il se trouve que les deux centrales nucléaires de Tricastin et Cruas sont exactement à la frontière des deux régions. Donc elles sont un peu plus chez nous, mais bon. Donc là, c'était parfait. Ils ont réparti le tournage sur les deux régions. Les deux régions étaient partenaires, on était tous contents. Mais vous n'avez jamais perdu de film, un film que vous vouliez, parce que l'enveloppe que vous proposiez n'était pas assez importante ? Pas vraiment, et surtout l'important c'est que les films se fassent. Si les films doivent se faire ailleurs, ils se font ailleurs. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Il ne doit pas y avoir de surenchère en tout cas. Et en tout cas, nous, on n'a jamais fait de surenchère pour avoir un film. Est-ce qu'on est aujourd'hui toujours la deuxième région coproductrice de films en France, après bien sûr Île-de-France ? Coproductrice, on est la première puisque l'Île-de-France fait de la subvention. Donc en coproduction, on est les seuls, avec un peu la région Nord-Pas-de-Calais, d'une certaine manière. PACA ne nous est pas passé devant parce que Non, alors eux, ils sont... Alors après, on ne va pas rentrer dans des... Parce que j'ai lu, ils font entre 50 et 70 films, ils aident, enfin, voilà, c'est énorme. Après, ça dépend ce qu'on compte, voilà, mais on n'est pas dans... voilà, les chiffres... Vous pouvez compter aussi chaque personne qui prend sa caméra pour faire un film chez soi. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut éviter aussi ces guerres de chiffres. Dans l'ordre, aujourd'hui, ce qu'on note, c'est qu'il y a quand même un axe que moi j'appelle l'axe TGV parce que c'est plus simple, qui va de Lille, Paris, Lyon, Marseille, qui est un peu l'axe fort de développement du cinéma, de la télévision, et puis autour des pôles. De toute façon, d'ici, je pense, quelques années, les régions, elles vont se spécialiser. On peut citer Angoulême aussi, qui est avec la région Rhône-Alpes très dynamique dans l'animation. Des régions qui sont plus spécialisées dans le court-métrage, dans l'écriture. Enfin, je pense que c'est ça, la logique à terme, c'est que chacun va développer ses compétences et ses spécialités. Si on doit aboutir à quelque chose de positif, c'est plus aller surtout n'importe comment, et puis ça coûte quand même beaucoup d'argent, tout ça. Donc il faut le faire avec discernement, et petit à petit, chaque région va se spécialiser. Et puis vous le disiez, la spécialité de Rhône-Alpes, c'est la coproduction, alors que d'autres, c'est plutôt des aides, hein, c'est ça ? Oui, exactement, oui, c'est la subvention, oui. Oui, oui. Alors, autre citation à présent, il est nécessaire de modifier la convention qui lie la région Rhône-Alpes à Rhône-Alpes Cinéma pour plus de transparence dans l'attribution de l'aide régionale. C'est une citation donc, qui date de 2011 de Catherine Herberts, élue Europe Écologie Les Verts au Conseil régional. Alors l'année prochaine, la région Rhône-Alpes devra renouveler la convention qui la lie à vous, à Rhône-Alpes Cinéma. On se souvient qu'en 2011, cette citation en est la preuve, ce renouvellement avait créé pas mal de remous. Les élus d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, demandaient à ce que le choix des films se fasse en commission permanente par les conseillers régionaux. C'est un débat qui est clos aujourd'hui ou vous attendez à ce qu'on vous le remette sur la table très prochainement ? Non, le débat, d'abord, il est nécessaire. C'est un débat légitime et nécessaire. Ça, personne ne le conteste. Qu'il y ait des débats entre groupes politiques, c'est normal. C'est le rôle de la région. Nous, après, on est dans une... Rhône-Alpes Cinéma, on est un peu extérieur à ce débat. C'est-à-dire, à partir du moment où la région fait le choix, et c'est un choix, une décision prise à la majorité, de confier l'investissement, justement, parce que la particularité de Rhône-Alpes Cinéma, c'est pas de faire de la subvention. Ça, peut-être que la région pourrait le faire toute seule. Investir, aller négocier des contrats de coproduction avec les producteurs, elle aurait beaucoup plus de mal. Elle ne pourrait pas, d'ailleurs. C'est pour ça que les autres régions ne le font pas, d'ailleurs. Voilà, donc à partir du moment où elle fait le choix de le confier à Rhône-Alpes Cinéma, c'est une convention, et c'est ce choix-là, ça appartient aux élus. Ils sont majoritaires, ils décident d'un choix ou de l'autre. Ça peut changer très bien en 2015. Ce qui a changé, pour reprendre la citation de Catherine Herberts, ce qu'elle faisait remarquer, puisque là aussi, chacun a pris sa position sur la question de qui doit décider d'investir dans les films. Nous, c'est un système de comité de professionnels. Oui, c'est des professionnels qui se réunissent et exactement. Qui décident. Voilà. Donc finalement, c'est Rhône-Alpes Cinéma qui va décider, au travers du comité de professionnels, d'investir dans les films. Après, ce qu'elle faisait remarquer, et qui a été justement fait l'objet d'une nouvelle convention en 2011, c'était que dans le détail, il fallait mieux préciser qui étaient les membres du comité, comment se prendre des décisions et tout ça. Parce que quand on a créé Rhône-Alpes Cinéma, ça s'est fait progressivement. Nous, on avait par exemple institué dès le début un comité, mais ce n'était pas prévu dans la convention. Vous voyez, des choses comme ça. Donc petit à petit, ça s'est mis en place. Et ça, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. La question de fond, c'est est-ce que c'est bien qu'un homme politique, dont le cinéma n'est pas son métier, s'immisce dans les choix s'immisce dans des choix artistiques. Oui, mais Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des dérives ? C'est ça finalement la grande question.
Oui, mais on peut. Enfin, je vais me faire un peu l'avocat du diable. On peut se dire dans les deux sens. Ce que disent ceux qui ne sont pas favorables à ça, au choix qui ne serait pas fait par les élus, c'est que ça peut être un choix par les professionnels qui se choisissent eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que le débat est légitime. Après, c'est pas à Rhône-Alpes Cinéma, c'est pas à moi de vous répondre ça. Nous, on n'est que l'exécutant de la convention qu'on signe avec la région. Évidemment, moi, je vais vous dire. En tant que citoyen, je vous dirais peut-être qu'en effet, je préfère que ce soit des gens qui sont compétents pour ces choix de films qui les fassent. Après, c'est une décision qui appartient aux élus de la région. Ils sont 157, ils votent, ils décident, ils débattent, c'est légitime, et puis après, nous, on applique. Est-ce que vous recevez beaucoup de propositions de films et combien... Bon, on a dit, vous en retenez à peu près une quinzaine, vingtaine par an. Et comment se fait le choix? Il y a une ligne éditoriale? Alors, on a fait le choix avec la région depuis le début de pas totalement, pas fermer la ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'on se rend compte, notamment quand un producteur veut faire un film, qu'il est très vite enfermé. Vous faites une comédie, vous allez plutôt voir TF1. Si vous faites un film très pointu, TF1 vous donnera pas, vous aidera pas vous financera pas votre film. Et je prends cet exemple où vous allez voir Arte, ça va être aussi un film que TF1 ne prendra jamais. Donc en fait, on s'aperçoit très vite que les choix sont très fermés par des lignes éditoriales très fermées également. Donc nous, ce qu'on a fait comme choix depuis le départ, c'est au contraire d'avoir une ligne éditoriale ouverte qui nous permette d'aider à la fois des premiers films. Je dirais le choix de la région, c'est d'accompagner l'ensemble des gens du cinéma et de laisser quand même une porte assez fortement ouverte aux premiers films et aux œuvres d'auteur. Voilà. Alors vous vous engagez sur un scénario, sur du papier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous engager sur un scénario et en regardant le film de vous dire « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a aidé ce film-là » mais tout le temps, heureusement. Ce qui serait absolument irréel et réaliste, c'est de penser que d'un film qui part sur le papier, c'est-à-dire à l'état de scénario, on ait le même projet à l'arrivée. Voilà, ça, c'est pas possible. Je veux dire être déçu, tout simplement. Bien sûr qu'on a des déceptions et des très belles surprises. On ne sait jamais. Je peux vous dire que quand vous partez à l'aventure, c'est peut-être pas le mot, parce qu'il est plus sérieux qu'on le pense, mais avec Tony Gatliff dans Geronimo, je ne vais pas dévoiler le film, mais à l'origine, le personnage de Geronimo, c'est un homme. Et là, c'est Céline Salette qui incarne Geronimo. C'est-à-dire que du point de départ au point d'arrivée, ça n'a plus rien à voir, très clairement. Et heureusement, c'est ça la création. Donc le principe de nos structures, c'est quand même pas de faire n'importe quoi, parce qu'on est quand même... on gère de l'argent public, donc on est très très vigilant là-dessus. Mais en revanche, c'est d'être le plus souple possible pour accompagner la création. Voilà. Et ça crée des déceptions. Enfin, il faut, moi je le redis toujours, mais il faut bien distinguer nos rôles qui sont d'accompagner des projets qui n'existent pas, qui sont à l'état de papier, de la situation du spectateur, du critique, de quelqu'un qui va choisir des films dans des festivals, qui voit le film. Nous, on ne voit rien. Voilà. Et évidemment, c'est une œuvre de collaboration. Il y a 50 collaborateurs sur un film. Chacun va apporter sa touche, les comédiens, tout ça. Comment on peut imaginer avoir la même chose au départ et à l'arrivée? Donc on peut avoir des déceptions, oui. Alors vous me donnez la transition idéale pour parler du Festival de Cannes qui débute mercredi. C'est le plus gros événement cinématographique de la planète. Et chaque année, les films Rhône-Alpes sont plutôt bien représentés. Cette année, vous en avez deux, donc le film de Tony Gatliff, Geronimo, dont on vient de parler. Et puis un autre film suédois, celui-là, tourné dans les Alpes. C'est important d'être à Cannes avec ce Tony Gatliff qui a été tourné en partie à Saint-Étienne, ou ce film suédois qui a été tourné aux Arcs? Déjà, c'est important pour eux. Pour nous, oui, c'est toujours... C'est une sacrée vitrine quand même. C'est toujours gratifiant. C'est gratifiant pour la région. On y est quasiment chaque année au travers de 2-3 films. Oui, mais c'est avant tout gratifiant pour les réalisateurs. Mais il n'y a pas que Cannes, il y a aussi Venise, il y a Berlin. Oui, on avait quand même 2 films à Berlin. Voilà, donc c'est une compétition, on n'y est pas. Voilà, il y a des palmes, il n'y a pas de palmes. Ça fait partie, oui, pour être clair, ça fait partie du jeu. Il faut quand même être un peu dans les festivals, il faut que les films soient vus. Le plus important, c'est une gratification, mais c'est aussi un marché, hein, donc c'est important pour les réalisateurs. Il faut savoir que dans certains pays, on ne vous soutient, on ne vous aide que si vous êtes dans les grands festivals. Ce qui est un peu d'ailleurs un problème, parce que comment on arrive dans les festivals si on n'est pas soutenu? Enfin bon, heureusement, on n'est pas trop dans ces systèmes-là en France.
Bon, c'est un marché, donc ça veut dire aussi que derrière ça, le film va se vendre partout dans le monde. Donc oui, c'est un enjeu important quand même. Oui, puis ça veut dire aussi que le film, les images du film vont se promener à travers le monde. D'ailleurs, j'avais une petite question. Vous la pose souvent, mais parfois, vous coproduisez des films qui se tournent en Rhône-Alpes et on ne voit pas le bout d'un paysage rhône-alpin. C'est pas un problème, ça ? Lesquels ? Tiens, j'ai inversé les questions. Vous voulez par exemple, je me souviens d'un film qui s'appelle Alia, oui, j'allais le dire, qui était à Cannes il y a 2 ans. Le film est censé se passer à Paris, et pourtant il a été tourné en partie à Lyon. Oui, il se passe à Paris, en Israël, et surtout d'ailleurs la partie israélienne qui a été tournée en Rhône-Alpes. En fait, le critère pour nous, c'était le tournage, avant tout le tournage dans la région. Donc en effet, on n'a pas forcément l'obligation de voir la région. Voilà, donc mais c'est le dernier cas, à ma connaissance, c'est celui que j'aurais cité aussi, c'est Alia. Donc c'est assez rare quand même. Vous ne travaillez pas pour un office de tourisme, c'est ça que vous me dites ? Non, mais c'est même pas ça. Pourquoi pas d'ailleurs ? Vous savez, on va régulièrement, nous, à l'étranger, avec Rhône-Alpes Tourisme, par exemple, qui est un partenaire très proche, pour présenter les films. En fait, on n'a pas de problème avec tout ça. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est que les films se tournent dans la région. Certains... Belle et Sébastien est plutôt un film, c'est une belle vitrine pour la région. Bon, tant mieux. Après, il y a des films. Le choix se fait assez librement par rapport à ça. Le premier critère de choix aujourd'hui de la région de Rhône-Alpes Cinéma pour soutenir un film, c'est le critère artistique, c'est-à-dire la qualité qu'on espère du projet. Voilà, c'est ça le premier critère. Alors une dernière petite question avant qu'on se sépare. En ce moment, il se passe quand même quelque chose à Lyon et en Rhône-Alpes. Je dirais en ce moment, depuis 20 ans. Lyon est la ville, bien sûr, des Frères Lumière. C'est un héritage qui avait été un peu négligé par le passé et aujourd'hui qui revient en force avec l'Institut Lumière, le Festival Lumière, Rhône-Alpes Cinéma, le pôle Pixel. Vous sentez qu'il se passe quelque chose en ce moment ? Depuis 20 ans quand même. Donc, oui, mais encore plus fort peut-être depuis que le Festival Lumière est là, c'est-à-dire depuis 5 ans. Oui. Et puis Thierry Frémaux, c'est quand même le moteur absolu. Thierry Frémaux qui est le directeur à la fois directeur et le patron du Festival de Cannes et maintenant du Festival Lumière, qui est le moteur absolu évidemment du cinéma français, voire dans le monde. Donc ça va. De ce côté-là, j'aurais mauvaise grâce à dire que le fait qu'il soit présent particulièrement et que ce soit à sa région et qu'il y soit particulièrement attaché n'est pas un moteur énorme pour ce que je peux dire et qui change, et peut-être que le festival est aussi donne cette impulsion, mais c'est aussi peut-être le sens de la décentralisation, c'est que les professionnels, les artistes, les auteurs viennent beaucoup plus facilement dans la région. Voilà, on sent quand même ce mouvement petit à petit s'installer. Donc tout ça, bon, se passe plutôt pas mal finalement. Merci beaucoup Grégory Fass d'avoir été notre invité. Voilà, c'est la fin de La Voix est libre. Vos programmes régionaux se poursuivent cet après-midi avec 2 rendez-vous à ne pas manquer. 15h20, le documentaire Une réserve d'hommes qui s'intéressera à l'avenir pour la Scandola, la réserve naturelle corse. Et puis à 16h15, Chronique d'en haut suivra le quotidien d'un facteur en Haute-Maurienne. Voilà, merci à vous tous. Merci à tous les techniciens qui m'ont aidé à préparer cette émission. La Voix est libre revient la semaine prochaine. Très bel après-midi.